en France, le temps de papier, de redemander notre visa pour Madagascar et dans quelques mois, bien sûr, eh bien, nous repartirons poursuivre la mission dans ce pays. Alors, sans plus tarder, eh bien, nous allons poursuivre notre étude sur l'histoire de Dieu et de l'Église. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai donné la suite de la dernière vidéo où nous avions vu quelques incohérences entre le récit biblique et les datations conventionnelles. Nous avions vu que ces datations ne sont pas fiables. Alors, nous allons nous intéresser maintenant à l'histoire de l'Église, de l'Égypte, qui est très liée d'ailleurs à l'histoire du peuple hébreu. Rien que dans la Genèse, par exemple, il est fait mention du mot Égypte 79 fois. En lisant la Bible, eh bien, vous pouvez constater que l'on fait souvent mention de Pharaon. Et puisqu'il est fait mention de ces pharaons, eh bien, certains ont utilisé l'histoire de l'Égypte afin de discréditer l'histoire biblique. En effet, à première vue, certains éléments liés à l'histoire de l'Égypte semblent contredire le récit biblique. Mais un examen approfondi de l'histoire de l'Égypte et une révision aussi des chronologies eh bien, permet encore une fois d'étayer le récit biblique. Alors vous remarquerez que toutes les civilisations émergent en même temps, c'est-à-dire il y a plusieurs milliers d'années. Pourquoi ne sont-elles pas apparues avant? Par exemple, il y a 200 000 ans. Conventionnellement, on estime que l'agriculture n'est apparue qu'il y a 10 000 ans. Encore une fois, pourquoi pas avant? Pendant 190 000 ans, qu'est-ce que l'homme a fait? On voit que l'homme n'a pas pu se développer. Et tout à coup, bing, un éclair de génie, il évolue dans l'agriculture, dans l'industrie. Bon, c'est plutôt bizarre, n'est-ce pas? Tout à coup, l'homme se dit, tiens, là-bas, il y a des chèvres. Eh bien, je vais les attirer près de la maison. Je vais faire un élevage. Je vais produire du lait, de la viande. Tout à coup, il se dit que les plantes qu'il mange, eh bien, peut-être qu'il pourrait les regrouper dans son petit jardin. Alors, il commence à cultiver la terre et il devient agriculteur. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, je ne crois pas vraiment à cette théorie. 190 000 ans sans que l'homme n'évolue, c'est bizarre quand même. On a souvent considéré à tort que l'homme primitif n'était pas intelligent, et cela en raison de cette croyance que l'homme descend du singe. Cependant, cette théorie, elle ne tient plus. Il ne reste plus donc que la création, la version de la création de l'homme dans la Bible. L'homme étant seulement âgé de plusieurs milliers d'années, étant créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire intelligent, capable de créer et donc capable de se développer très rapidement. Souvent, les gens sont étonnés en regardant l'histoire de l'Égypte. Ils se demandent mais comment une civilisation naissante a pu se développer si rapidement? Eh bien, nous allons nous intéresser à l'histoire de l'Égypte. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser la chronologie qui est enseignée dans les écoles. Alors, je prends donc la chronologie qu'on va retrouver, par exemple, sur la plateforme éducative Lumni, que l'on retrouve aussi dans les enseignements pour les élèves des collèges. Alors, en 5000, entre 5000 et 3000, donc avant Jésus-Christ, eh bien, nous retrouvons la période néolithique ou prédynastique. La période prédynastique égyptienne est encore assez peu connue. Elle précéda l'unification du pays, la centralisation des pouvoirs aux mains des dynasties pharaoniques. Elle est aussi nommée période proto-dynastique. Et cette ère prédynastique eh bien, se termine, comme son nom l'indique, avec la création de la première dynastie pharaonique. Elle survient avec l'unification du pays par Narmer. On verra tout à l'heure une liste de pharaons et vous allez retrouver Narmer. On donne parfois le nom de dynastie 0 aux rois qui se sont succédés jusqu'à Narmer, aux alentours de 3100 à 3000 avant l'ère chrétienne. Oui, on parle d'ère chrétienne donc dans les cours du collège. Alors c'est au cours de cette dernière époque qui est apparue l'écriture en Égypte sous la forme d'hiéroglyphes. Ensuite on a 3300 et 3100 à 3100, donc avant l'ère chrétienne. Donc. Là on retrouve donc l'unification de l'Égypte et l'apparition des hiéroglyphes. Alors l'Égypte est unifiée en un seul royaume par les premiers rois.
les hiéroglyphes apparaissent pour la première fois vers 3100 avant Jésus-Christ. Et leur signification ne sera comprise que bien plus tard par Jean-François Champollion, qui parviendra à décrypter la pierre de Rosette, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Entre 2625 et 2605, nous avons le règne de Djeser ou Djoser aussi. Alors là, on retrouve donc l'Ancien Empire, la troisième dynastie. Djeser était réputé pour son autorité, pour sa justesse. C'est l'un des plus grands pharaons égyptiens. Durant son règne, eh bien, l'Égypte a connu la paix. Son premier ministre fit aussi construire à Saqqara la première pyramide à degrés, et c'était l'architecte Imhotep qui a construit cela. Donc c'est la plus ancienne pyramide d'Égypte. Vers 2600 à 2590, nous avons le règne de Snéfrou. Donc là, on est dans l'Ancien Empire, quatrième dynastie. Snéfrou, donc c'est le fondateur de la quatrième dynastie. Il développa le commerce avec l'actuel Proche-Orient, la construction aussi pendant son règne de la pyramide rhomboïdale, appelée ainsi en raison de sa forme particulière. Donc à mi-hauteur de la construction, eh bien, la pente se brise et la pyramide s'arrondit. En 2590 et jusqu'en 2498, eh bien, nous avons ensuite les constructions des pyramides de Gizeh. Donc là, nous sommes dans l'Ancien Empire encore, quatrième dynastie. Et donc ces trois pyramides ont été construites pour les pharaons Khéops, qui a régné de 2590 à 2565. Bien sûr, tout ça, c'est avant Jésus-Christ. Képhren de 2558 à 2533 et Mykérinos de 2530 à 2510. Alors Khéops est le bâtisseur de la première merveille du monde. Sa pyramide s'élevait alors à 147 mètres. Donc vraiment, pour l'époque, un véritable prodige. Alors son règne est assez mal connu. Képhren est l'un des plus célèbres pharaons de la quatrième dynastie. Mykérinos, il a aussi fait donc le grand sphinx aussi de Gizeh. C'est lui aussi c'est Képhren aussi. Nous avons Mykérinos aussi, donc lui, il s'est fait construire la plus petite des trois pyramides, c'est-à-dire 66 mètres tout de même, quand même. Et il est le dernier pharaon à en avoir fait construire. Ensuite, entre 191 et 1785, eh bien, nous avons l'âge d'or de la littérature égyptienne. Donc là, nous sommes dans le Moyen Empire, 12e dynastie, c'est-à-dire 7 pharaons. C'est la période où la littérature égyptienne se développe. On a les enseignements, les romans, des contes, etc. Et Aménès Ier fait construire le temple de Karnak. Alors en 1490-1468, nous avons Hatshepsut, la seule femme pharaon. Alors là, je vous sens déjà sceptique. Comment se fait-il? La seule femme pharaon réellement? Alors nous sommes dans le Nouvel Empire, 18e dynastie, et Hatshepsut assume d'abord le pouvoir au nom de son fils. C'est une période de régence avant de prendre place sur le trône d'Égypte. Elle lance de grandes expéditions jusqu'au sud de la mer Rouge. Elle est la seule femme pharaon connue. Alors une petite parenthèse concernant le fait qu'elle soit considérée comme la seule femme pharaon. C'est la seule qui a revendiqué ce titre et elle a régné pendant 22 ans. Cependant, eh bien, je pense que vous avez déjà peut-être des noms en tête comme Cléopâtre. Et oui, donc Cléopâtre a bien régné en tant que reine d'Égypte. Sur l'Égypte, bien entendu, mais on a aussi Sobek-Néferu, qu'on verra aussi tout à l'heure. Donc oui, beaucoup d'autres femmes ont régné donc sur l'Égypte. En 1403, moins 1403, moins 1365, nous avons Aménophis III, et donc nous sommes à l'apogée de la 18e dynastie, donc le Nouvel Empire. Aménophis, c'est un grand bâtisseur et son règne marque le sommet de sa dynastie.
Alors c'est une période de construction, comme par exemple le temple de Luxor, les sculptures aussi des colosses de même nom. Il y a aussi des agrandissements du temple de Karnak aussi. Ensuite, en 1365, moins 1365 à moins 1347, nous avons le règne d'Amenophis IV, aussi appelé donc, ou Akhenaton. Donc là, nous sommes dans le toujours 18e dynastie, hein, et donc Nouvel Empire. Amenophis IV entreprend avec son épouse qui est assez connue, hein, Néfertiti, d'imposer une religion monothéiste. Aton, le disque solaire, devient le seul dieu. Il change son nom en Akhenaton, ce qui signifie celui qui est bénéfique à Aton. Et il régna donc pendant 17 ans, mais à sa mort, sa religion et les changements qu'il avait imposés disparurent avec lui. Ses statues, ses monuments furent détruits et son nom a été effacé de la pierre. Moins 1347 à moins 1305, nous avons le règne de Toutankhamon, donc toujours le Nouvel Empire, toujours du 18e dynastie. Son règne est, on connaît le nom Toutankhamon, mais son règne est plutôt mal connu. Il serait monté sur le trône à l'âge de 10 ans et serait mort dans des circonstances mystérieuses alors qu'il n'était âgé d'une vingtaine d'années. Sa tombe fut découverte dans la vallée des rois en 1922 par Howard Carter. Bien sûr, vous connaissez peut-être tout ce qui s'est passé autour de cette découverte avec cette fameuse malédiction du pharaon. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous avez internet. Regardez, c'est plutôt intéressant. Bon, en bref, c'est l'une des seules tombes à ne pas avoir été pillée. En moins 1279, moins 1213, nous avons le règne de Ramsès II, aussi appelé Ramsès le Grand. Nous sommes toujours dans le Nouvel Empire, nous sommes dans la 19e dynastie, et donc Ramsès II gouverne l'Égypte pendant 66 ans, avec l'aide de son épouse, donc sa femme Néfertari. Elle aussi, elle est plutôt connue. Donc il a régné jusqu'à l'âge de 90 ans. Bon, elle ne fut pas, hein, donc... Néfertari n'est pas la seule épouse, hein, de Ramsès II, hein, parce qu'il s'est marié 8 fois, et on estime qu'à la fin de sa vie, eh bien, il avait eu une centaine d'enfants quand même. Il fut vainqueur d'un grand nombre de campagnes militaires. Ramsès II, c'est aussi un grand bâtisseur, c'est pour ça qu'on le connaît aussi. Sous son règne, eh bien, il y a eu de nombreux monuments, hein, comme les statues colossales à son image qu'on retrouve à Abu Simbel. Nous avons aussi les obélisques de Luxor aussi, qui furent construits. On lui doit aussi l'agrandissement, encore une fois, du temple de Karnak. Et il fit édifier aussi un magnifique tombeau donc pour son épouse Néfertari dans la vallée des Reines. Ensuite, nous sommes en 332 à 330, et là, nous avons l'Égypte qui devient grecque. Alors, nous sommes dans la troisième période intermédiaire. L'Égypte est gouvernée par les rois de Perse. Après la bataille d'Issos, Darius III, vaincu, il s'enfuit. Et donc, Alexandre le Grand, et là aussi, c'est vraiment dans l'histoire biblique, c'est très intéressant parce qu'on retrouvera un peu plus tard Alexandre le Grand, Darius, etc. On va les retrouver plus tard. Donc Alexandre le Grand s'empare de l'Égypte et fonde la ville d'Alexandrie. À sa mort, un des généraux d'Alexandre, Ptolémée, et là aussi c'est plutôt intéressant, on verra ça beaucoup plus tard, Ptolémée prend la place, le titre de roi d'Égypte. Et c'est le début donc de la dynastie des Ptolémées. En 237 avant Jésus-Christ, eh bien, débute la construction du temple d'Edfou, construit pendant le règne des derniers pharaons. Le temple d'Edfou est consacré à Horus. Il est en excellent état de conservation car il était aussi recouvert pendant des années par du sable sur lequel il y avait un village qui était installé. Il a été découvert au XIXe siècle lors de fouilles archéologiques et c'est l'un des plus grands temples d'Égypte. Et enfin, donc on arrive à la fin, donc en moins 51 jusqu'à moins 30, nous avons le règne de Cléopâtre, donc dernière reine d'Égypte. Nous sommes dans l'époque ptolémaïque
et Cléopâtre veut restaurer la grandeur de l'Égypte face à l'Empire romain de plus en plus puissant. Alors elle est écartée du pouvoir par son frère Ptolémée VIII, Ptolémée XIII. Elle parvient à convaincre aussi César d'envahir le royaume d'Égypte afin de lui laisser le trône. Voilà. Donc bon, rien à voir avec Astérix et Obélix, etc. Euh, voilà, donc ça c'est encore de la mythologie, ou plutôt de la fiction. Donc elle parvient, donc Cléopâtre, hein, à faire revenir son royaume au premier plan, mais son royaume menace Rome. Et en moins 30, eh bien, l'Égypte devient une province romaine. Donc Marc-Antoine et Cléopâtre unissent leurs forces pour lutter contre les armées d'Octave. Mais ils sont vaincus à la bataille d'Actium. Cléopâtre se serait suicidée en se faisant mordre par un aspic, un serpent. Sa mort marque la fin de la civilisation égyptienne et donc l'Égypte devient romaine. Alors sur cette plateforme éducative, dont les cours sont adressés à des collégiens, eh bien, vous remarquerez certaines dates qui sont avancées. Cependant, en cherchant sur d'autres sites, eh bien, vous pourriez en trouver beaucoup d'autres chronologies aussi et d'autres dates. Alors maintenant, je vais me préciser donc cette dernière chronologie qu'on a vue en ajoutant la liste des pharaons qui se sont succédés à la tête de l'Égypte. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas tous les lire. Déjà, ils ont beaucoup de noms à coucher dehors, c'est vraiment très compliqué. Donc, je vous invite, vous pouvez me mettre en pause, vous pouvez prendre des notes, voilà, et vous allez découvrir un petit peu de qui on fait mention ici. Alors, concernant la période prédynastique, eh bien, nous avons donc Scorpion Ier. D'ailleurs, Scorpion, il y a un film, Le Roi Scorpion, hein, qui a existé. Voilà, donc Scorpion Ier, etc. Double Faucon, Horus Ni, Horus Hat, Horus P. Ça, c'est facile encore. Mais les noms qui vont arriver après, c'est beaucoup plus compliqué, c'est des noms à rallonge. Voilà. On va poursuivre donc aussi, hein, il y a la deuxième avec la période Tinnite. Hein. Cette période Tinnite, elle se divise en deux dynasties. Voilà, donc là vous avez Narmer qui est aussi assimilé à Némès. Donc Narmer qui a unifié le pays, j'en ai parlé juste avant. Voilà, donc on retrouve un petit peu. Quand vous voyez des points d'interrogation, on ne sait pas exactement quand ils ont pu régner. Donc c'est pour ça que vous avez des points d'interrogation, ni aussi s'ils ont réellement existé. Voilà, bon, c'est pour ça, vous verrez, c'est très compliqué. Vous verrez que on peut réduire de plus de la moitié les noms qui sont marqués là-dedans. Donc là, nous avons la deuxième dynastie, et ensuite nous arrivons donc dans l'Ancien Empire, qui est séparé donc après la deuxième dynastie, donc c'est la troisième dynastie. Donc l'Ancien Empire qui est séparé en 4 dynasties. Voilà, donc mettez en pause hein, si vous voulez prendre les noms là, mais par exemple vous avez des Néferefré Easy, bon ça c'est encore facile, mais vous verrez après. Voilà, la sixième dynastie. Donc là encore, hein, des noms qui n'ont pas réellement de date. Donc on verra hein, ce que Sir Alan Gardiner a déclaré par rapport à toutes ces personnes qui sont notées. Donc ensuite, on arrive à la première période intermédiaire qui est divisée en 5 dynasties. Alors là aussi, vous allez trouver une chose curieuse dans cette liste. C'est une liste de rois non classés. Donc là, ici, on retrouve sur la dernière ligne Semkemkare, Iti, Imenhotep, Hotep, Isu. Bon, voilà, vous avez tous les noms. On va vite passer parce que ce qui est plus intéressant arrive après. Donc 9e, 10e dynastie, 11e dynastie. Voilà, donc nous arrivons à la deuxième partie de la 11e dynastie. Et on va arriver donc à la période du Moyen Empire qui se divise en 3 dynasties. Ici, j'ai surligné Nebet-Pétré Mutu Hotep II. Alors lui, j'en reparlerai dans la prochaine vidéo parce que c'est ce pharaon
On a souvent confondu en se disant, mais c'est Ramsès qui s'est retrouvé dans, au niveau de la mer Rouge lorsqu'il a poursuivi... ah non, pardon, je verrai ça plus tard. Ici, c'est l'époque de Joseph. Voilà. Là, ici, nous sommes dans Mutuhotep, c'est 2. Donc, c'est l'époque de Joseph. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Donc, petite parenthèse, mais on verra ça plus tard. Vous verrez, les noms, ils se ressemblent. Ensuite, donc la 12e dynastie. Donc là, ici, on retrouve Néferu-Sobek, Sobekare avant. Donc c'est une femme, c'est une des femmes qui a régné sur l'Égypte. On retrouve aussi Sestrosis III et Amenemhat III, donc qui sont là encore des pharaons de l'époque de Joseph. Sestrosis étant celui qui a commandité le meurtre de tous les nouveau-nés garçons du peuple hébreu lors de la naissance de Moïse. Moïse qui a été élevé par la fille de Amenemhat III, qui s'appelle Sobek Neferu. Neferu, pardon. Il me semblait bien qu'il y avait un truc. Et donc, à la mort de Amenemhat III, eh bien, c'est son fils qui prend le pouvoir, donc Amenemhat IV. Il a eu un court règne et ensuite il sera remplacé par sa sœur qui est aussi sa femme, Neferu-Sobek. Ici, j'ai surligné Néferhotep Ier, donc c'était le pharaon qui a poursuivi, donc c'est lui, qui a poursuivi le peuple hébreu jusqu'à la mer Rouge. On en reparlera plus tard, et non Ramsès. Nous avons ensuite la deuxième période intermédiaire qui est composée de 4 dynasties, 14e, 15e dynastie, ici, la 16e dynastie. Vous voyez, je vous épargne tous ces noms, c'est très compliqué quand même. J'ai passé 1 heure à décrypter tous les noms. Ensuite, nous arrivons donc au Nouvel Empire qui est composé de 3 dynasties. Donc 18e, 19e dynastie ici, la 20e dynastie. Ensuite, nous avons la 21e dynastie, donc c'est la 3e période intermédiaire qui est composée de 4 dynasties. Alors dans la 22e dynastie, vous retrouvez Sheshonq Ier, qui est aussi connu sous le nom de Shishak, qui est un pharaon qui est nommé dans la Bible. Voilà. Alors à cet endroit, il est aussi nécessaire de faire une parenthèse concernant la dynastie des grands prêtres d'Amon, qui ont régné parallèlement à ceux qui ont régné durant les 21e et 22e dynasties. C'est très compliqué. Ici, nous avons Osorkon qui est intéressant dans la 23e dynastie, qui est identifié à Sceaux. J'en reparlerai aussi dans la prochaine vidéo. Sceaux qu'on retrouve aussi dans la Bible. Ensuite, nous avons la basse époque, qui est composée de 7 dynasties. On retrouve dedans Taharqa ou Tirharqa, qui est nommé aussi dans la Bible. Dans la 26e dynastie, on retrouve Nekao II, qui est identifié au pharaon Neko que nous retrouvons dans la Bible. Apries, lui, est identifié au pharaon Ophra dans la Bible. Ensuite, nous allons à 27e, 28e et 29e dynastie. Nous avons la 30e dynastie, 31e dynastie. Les noms qui sont très connus, on en reparlera ultérieurement. Et nous arrivons donc à la période macédonienne avec une seule dynastie, donc la 32e dynastie, avec Alexandre le Grand, Philippe III et Alexandre IV. Nous avons ensuite la dernière période, la période ptolémaïque, avec une seule dynastie. Dedans, vous retrouvez, donc c'est la 33e dynastie, vous retrouverez Cléopâtre VII, parce que c'est la Cléopâtre la plus importante. Cléopâtre III, par exemple, n'était simplement qu'une co-régente. Et donc là, ici, on est bien sur la dernière Cléopâtre. Voilà, donc une longue liste de pharaons que je vous ai épargné, rien que sur cette vidéo là,
sur cette slide, vous voyez quand même pas mal de noms à coucher dehors quand même, hein. On peut lire quand même Messer, Kemré, Inet, Mersa, Kemré, Néferhotep, ça va encore. Mais bon, vous avez des Khan, Cré, Sebek, Hotep. Bon, voilà, beaucoup de noms qui se ressemblent aussi. Donc une longue liste de pharaons ou de rois, de reines qui ont dirigé l'Égypte. Et dans cette longue liste, eh bien, nous avons des noms que nous retrouvons dans la Bible. Mais nous allons aussi voir que dans cette liste, eh bien, il y a des personnes qui avaient deux noms et pourtant qui figurent comme étant deux personnes différentes. Par exemple, ici, dans le Moyen Empire, eh bien, j'ai ici Mersem Kemré, Ined. Et il est ensuite suivi par Mesem Kemré, Néferhotep. Mais ici, eh bien, sachez qu'il s'agit d'une seule et même personne. Maintenant, comparons cette chronologie de l'histoire de l'Égypte et comparons aussi cette liste de noms ayant dirigé l'Égypte et mettons tout cela en concurrence avec les découvertes archéologiques ainsi qu'avec le récit biblique. Alors, ici vous retrouvez donc dans le temple de... On se retrouve là dans ces images, donc dans le temple de Séti Ier. Et on a retrouvé donc dans ce temple une liste de pharaons qui ont régné sur l'Égypte. C'est-à-dire, c'est la liste des rois d'Abydos, qui est composée de 76 noms classés par ordre chronologique. Alors cette liste commence par la troisième dynastie, c'est-à-dire dans l'Ancien Empire, dont le pharaon était Djéser, qui a régné entre 2686 et 2667 avant Jésus-Christ. Et arrive ensuite, et cette liste, elle arrive à Séti Ier de la 19e dynastie, période du Nouvel Empire, qui a régné entre 1294 et 1279 avant Jésus-Christ. Cependant, nous pouvons nous apercevoir que dans cette liste, eh bien, cette liste n'est pas exacte. Dans la liste que j'ai mentionnée ci-dessus, eh bien, vous allez retrouver 183 noms qui ont régné sur l'Égypte durant cette période. Et là, ici, dans cette liste des rois d'Abydos, eh bien, on ne retrouve que 76 noms. Alors, pourquoi 183 noms dans la chronologie qu'on a vue tout à l'heure, que je vous ai épargné de lire, et pourquoi ici seulement 76 noms? Déjà, il n'y a aucun roi de la deuxième période intermédiaire. Ils ne sont pas mentionnés. Alors ça fait déjà 52 noms en moins. Ces rois étaient considérés comme des ennemis de l'Égypte. De ce fait, lorsque le nom d'un ennemi de l'Égypte était mentionné dans un temple, par exemple, eh bien celui-ci était buriné, on le regravait, on faisait disparaître son nom de l'histoire de l'Égypte. On ne veut plus en entendre parler, on ne veut plus lire son nom. Mais on peut aussi retrouver d'autres noms qui sont en dehors de la deuxième période intermédiaire, et ces noms, eux aussi, ont été effacés. Par exemple, dans la 18e dynastie, eh bien, vous avez la reine Hatshepsut, qui a été effacée. Alors, elle a régné entre 1473 à 1458. C'était la fille de Thoutmôsis Ier, épouse et sœur aussi de Thoutmôsis II. Alors, toujours durant cette 18e dynastie, eh bien, nous avons le nom d'Akhénaton, aussi connu sous le nom d'Amenhotep IV, qui a été effacé car lui, il a voulu créer une religion monothéiste et il a rejeté le dieu Amon au profit du dieu Aton. Voilà, donc on efface. Et je rappelle que l'Égypte croyait en plusieurs dieux, c'était une religion polythéiste. Et au contraire, nous avons la religion monothéiste qui est la croyance en un seul Dieu. Et donc, tous ceux de la descendance d'Akhénaton ont été effacés. Par exemple, Toutankhamon, plus tard qui deviendra Toutankhamon, eh bien lui, il a été effacé. Cela nous conduit à déterminer que puisque Séti Ier a falsifié la liste des rois d'Abydos, eh bien il paraît difficile de lui faire confiance. Rappelez-vous de cette tendance à effacer les noms gravés des ennemis de l'Égypte. En effet, c'est généralement un sujet sur lequel beaucoup aiment appuyer pour dire que le récit biblique est faux,
puisque l'on ne retrouve par exemple aucune mention de Moïse dans l'archéologie égyptienne. Mais c'est tout à fait normal. C'était un ennemi de l'Égypte, donc on l'a effacé aussi. Nous avons aussi les travaux de l'historien Manéthon aussi, qui sont utilisés pour établir une liste de pharaons ayant dirigé l'Égypte. Alors, Manéthon de Sébennytos, c'est-à-dire c'est une ville dans le delta du Nil. Donc Manéthon était un prêtre égyptien du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il était aussi historien et écrivain, et il a rédigé l'histoire de l'Égypte, Egyptiaca, en 3 volumes. Et cet ouvrage a été réalisé sous le règne de Ptolémée II, qui a régné entre moins 283 à moins 246. Alors c'est un ouvrage de référence pour de nombreux égyptologues. Seulement, et encore une fois, cet ouvrage n'est pas fiable. Il n'existe aucune copie du texte original. Les seules traces que nous avons de ce texte se trouvent dans des citations d'autres historiens qui font mention des travaux de Manéthon. Ainsi, nous avons l'historien Joseph, qui a vécu entre 37 et 100 après Jésus-Christ, et qui a rédigé la guerre des Juifs. Il a aussi rédigé Antiquité judaïque, et dans son livre Contre Appion, eh bien Joseph mentionne les travaux de Manéthon, mais il explique que ce qu'il a rédigé vient de sources orales et non scripturaires, c'est-à-dire non décrites, les documents de Manéthon qui avaient déjà disparu. Alors nous avons aussi l'historien Sextus Julius Africanus, dit Jules l'Africain, qui a vécu entre 160 et 240 après Jésus-Christ, qui a rédigé lui aussi une chronologie universelle, les chronographiae. Et dans cette chronologie, Jules l'Africain a repris les chronologies égyptiennes, des éléments de la mythologie grecque et de l'histoire juive, et cela dans le but d'attester les récits bibliques. Alors, d'après ce qui nous reste des travaux de Manéthon, eh bien, nous pouvons là encore remarquer quelques anomalies. La plus importante étant une compétition malsaine entre civilisations afin de savoir quelle était la plus vieille. Ainsi, par exemple, l'historien de Babylone, Béroz, a entrepris une Babyloniaca, ou Histoire de Babylone, aussi appelée Chaldaica, Histoire de la Chaldée, entre 290 et 279 avant Jésus-Christ. Et c'est Antiochos Ier, un roi séleucide, qui l'a missionné. Et Béroz est donc remonté jusqu'à la naissance du monde et parlait d'un déluge universel. Ératosthène, un autre historien, géographe, astronome, mathématicien, musicologue, bon bref, multitâche, écrivain aussi, poète, philosophe, bibliothécaire aussi, et notamment connu aussi pour avoir calculé en 230 avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre. Voilà, c'est quand même quelqu'un de costaud. Et Ératosthène a repris aussi les travaux de Manéthon sur l'histoire de l'Égypte afin de réaliser une chronologie des rois thébains, c'est-à-dire de Thèbes. Ensuite, parmi les découvertes archéologiques les plus importantes, il est aussi nécessaire de mentionner la découverte de la pierre de Rosette en juillet 1799 par un soldat de l'armée de Napoléon près de la ville de El Rachid, c'est-à-dire Rosette, une ville portuaire qui est située dans le delta du Nil. Alors c'est une pierre qui pèse 762 kg et qui mesure 112,3 cm de haut, 75,7 cm de large et 28,4 cm d'épaisseur. Cette pierre datait du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et sur cette pierre, eh bien, on peut y lire un décret émis à Memphis par le roi Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Et ce décret a été rédigé en 3 langues différentes afin qu'il puisse être lu par tous les citoyens égyptiens. Alors le premier texte était en égyptien hiéroglyphe. Les hiéroglyphes étaient les caractères sacrés que seuls les prêtres et les scribes maîtrisaient. Ces hiéroglyphes étaient utilisés pour des décrets, comme c'est le cas par exemple pour la pierre de Rosette. Mais nous retrouvons aussi ces caractères dans les temples, les tombeaux des pharaons, etc. Et les noms des pharaons étaient aussi écrits en hiéroglyphes.
Le deuxième texte était écrit en égyptien démotique, c'est-à-dire une, une forme simplifiée de l'écriture égyptienne, et pour finir le troisième texte en grec classique. Alors Jean-François Champollion, qui était un linguiste, historien et égyptologue, c'était un Français qui connaissait le grec, eh bien, il s'est intéressé à cette pierre de Rosette. Et donc, en 1882, grâce à cette pierre, qui fournissait finalement une clé de déchiffrement des hiéroglyphes, a pu établir une grille permettant de lire ces fameux hiéroglyphes qu'on le retrouve sur les monuments, sur les tombeaux. Et il s'est aperçu que les images, les sons composant les hiéroglyphes correspondent à des sons. Pour affiner aussi cette clé de déchiffrement des hiéroglyphes, eh bien, les égyptologues se sont aussi penchés sur les noms des pharaons qui composent la liste de Manéthon. Or, ceux-ci sont en grec. Les noms sur les tombes sont en hiéroglyphes, ce qui amène une grande confusion. Un pharaon pouvait avoir jusqu'à 5 noms différents. Alors, lequel Manéthon a pris? On s'est aussi aperçu que certaines dynasties se chevauchaient. Manéthon ne s'est pas préoccupé de cela et il a étiré sa chronologie afin qu'elle dure plus longtemps dans le temps. Voilà. Comme ça, on arrive à une histoire de l'Égypte beaucoup plus longue que l'histoire grecque, par exemple. Alors, il faut aussi savoir que dans l'histoire, que dans la liste des noms de Manéthon, certains ont été retrouvés sur des tombeaux, mais la plupart n'ont jamais été retrouvés, à tel point que certains se demandent si ces pharaons ont réellement existé. Alors, au cours de l'histoire de l'Égypte, eh bien, il y a eu certaines périodes où l'Égypte était unifiée, mais le plus souvent, elle était divisée en royaumes. Ainsi, nous retrouvons le royaume de la Haute-Égypte au sud, le haut du Nil, les régions du sud aussi. Nous avons aussi les régions du nord, le bas Nil ou delta du Nil, les régions terrestres au nord, etc. Bon, ainsi, lors des fouilles archéologiques, lorsqu'un bas-relief ou une statue de pharaon était retrouvée, eh bien, en l'examinant, on pouvait déterminer s'il s'agissait d'un pharaon de l'Égypte unifiée, ou s'il s'agissait d'un pharaon de la Haute-Égypte ou du Royaume du Nord. En effet, on va voir là, déjà sur cette vidéo, sur cette slide, vous voyez différents types de couronnes. Enfin, vous allez voir un type de couronne. Donc selon la couronne qui est représentée, donc là une couronne simple, eh bien on sait de quel royaume appartenait, ou plutôt sur quel royaume régnait ce pharaon. Alors sur ces images issues du site Wikipédia, eh bien vous découvrez l'Edjet par exemple, la couronne blanche, symbole du royaume de la Haute-Égypte, et à droite vous voyez donc Sestrosis III, de la 12e dynastie, qui porte cette couronne, ce qui permet de déterminer sur quel royaume il régnait. Ensuite, toujours sur cette slide-là, donc toujours des images issues de Wikipédia, eh bien vous retrouvez donc le Déchéret, une couronne rouge ici, qui symbolise le royaume de la Basse-Égypte. Et ici, vous retrouvez donc Moutuhotep II de la 11e dynastie avec le Déchéret, Pardon. Et voilà, ensuite vous retrouvez ici le Pschent, donc toujours une image que vous retrouvez sur le site Wikipédia. Le Pschent, qui est la double couronne qui symbolise l'Égypte unifiée. Et cette couronne est composée de l'Edjet et du Déchéret. Sur le bas-relief, que vous retrouvez juste au-dessus de ma tête, eh bien, vous retrouvez Psamétique, par exemple, premier, qui est sur la 26e dynastie, qui porte le Pschent, donc monarchie unifiée. Alors, si l'on compare l'histoire de l'Égypte, et notamment les mentions des pharaons ayant régné durant leur époque respective, et que l'on met en parallèle l'histoire des autres civilisations, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe de nombreuses incohérences. À ce propos, je rappelle
qu'il y avait une compétition malsaine afin de déterminer quelle était la civilisation du monde la plus ancienne. Les chronologies ont été falsifiées. Et l'un des plus grands égyptologues du XXe siècle, Sir Alan Ederson Gardiner, qui est né le 29 mars 1879 à Eltham et qui est mort le 19 décembre 1963 à Oxford, a déclaré dans son livre Egypt of Pharaoh, donc dans la page 53, voilà, il a déclaré ceci. Même lorsque l'on a pleinement utilisé les listes royales et les sources subsidiaires qui ont survécu, le cadre dynastique indispensable de l'histoire égyptienne présente des lacunes lamentables et de nombreuses attributions douteuses. S'il s'agit là bien du squelette, combien plus est-il de la chair et du sang dont on pourrait souhaiter qu'il soit recouvert? Les inscriptions historiques d'une longueur considérable sont aussi rares que les îlots isolés dans un océan imparfaitement cartographié. L'importance de nombreux rois peut être facilement devinée à partir du nombre de stèles ou de scarabées qui portent leur nom. Il ne faut jamais oublier que nous avons affaire à une civilisation vieille de plusieurs milliers d'années et dont seuls de minuscules vestiges ont survécu. Ce qui est fièrement présenté comme l'histoire égyptienne n'est qu'une collection de haillons. Alors ici, ce sont des propos qui sont largement occultés par de nombreux scientifiques, parce que ça les arrange. Mais voilà, ici nous avons un grand spécialiste de l'Égypte qui nous affirme clairement que nous ne pouvons pas faire confiance aux chronologies de l'Égypte, chronologie des pharaons. Alors, il y a eu d'autres listes de pharaons qui ont été rédigées et que l'on peut retrouver sur un fragment des annales royales de l'ancien empire, de l'ancien royaume de l'Égypte antique, qui est appelé Pierre de Palerme, par exemple. On a aussi les tablettes de Saqqara, par exemple, sans oublier aussi la liste de Ramsès II, le fils de Séti Ier. Mais là encore, eh bien, les listes de noms ne coïncident pas avec les autres, et ça, c'est un gros problème. Donc, même s'il y a eu une course afin de savoir quelle était la civilisation la plus ancienne entre la civilisation égyptienne, la civilisation mésopotamienne ou la civilisation grecque, eh bien, il faut tout de même noter qu'il y a des points communs entre l'histoire biblique et l'histoire de la Syrie. Et donc, j'apporterai quelques preuves de cela un peu plus tard lorsque je vais parler de l'histoire de la Bible. La science donc confirme les propos de Sir Alan Anderson Gardiner, puisque la datation au carbone 14 nous permet de dater l'arrivée des premiers Égyptiens qui se sont implantés dans le delta du Nil. La datation des ossements, par exemple, mais aussi les traces de foyers, les preuves aussi d'une agriculture, c'est-à-dire les restes d'élevage, eh bien, révèlent que la civilisation égyptienne a débuté vers 3700 ou 3600 avant Jésus-Christ et non vers 4000 voire 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, plusieurs points qui nous mettent en garde contre la fiabilité des chronologies égyptiennes, chronologies qui sont de toute évidence à raccourcir. Voilà. Et donc c'est sur ces paroles que je termine cette vidéo, espérant qu'elle vous a convaincu de ne pas vous fier aux chronologies de l'Égypte et de ne pas donc considérer comme le récit biblique comme faux en accréditant plus de valeur à l'histoire de l'Égypte plutôt qu'à l'histoire biblique. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais comparer cette histoire plutôt de l'Égypte à l'histoire de la Bible et nous allons voir aussi s'il existe des points communs. Et vous le savez déjà, oui, il y a des points communs. Donc, des études plus approfondies seront disponibles dans un livre, si cela ça vous intéresse. Aujourd'hui, comprenez que je ne peux pas tout détailler, c'est très compliqué. C'est peut-être un peu du bourrage de crâne pour vous aujourd'hui, mais voilà, dans quelques temps, il y aura un livre qui paraîtra vraiment spécifique là-dessus. Donc, si ça vous intéresse, eh bien vous pourrez le retrouver, vous le retrouverez sur mes pages internet. Voilà, donc on verra ça ultérieurement. Je vous l'annoncerai, donc suivez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Donc, et suivez donc cette chaîne et vous allez découvrir beaucoup d'autres preuves de l'histoire de Dieu.
comme quoi Dieu existe. En attendant, eh bien, je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette étude. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.